Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'une longue, du moins je l'espère, longue série de critiques ou analyses audio de cinéma. Alors pourquoi audio me direz-vous? Question ma foi fort légitime. Eh bien pour deux raisons. Tout d'abord parce que le seul intérêt qu'il y aurait à faire une vidéo serait d'illustrer mon commentaire par des extraits de films. Or j'ai grand peur que ces extraits ne soient soumis à des droits d'auteur. Et ensuite assez simplement parce que j'aime ce format de podcast, parce qu'il est plus libre, il permet de petites improvisations, de petites sorties de route. Et puis je sais que c'est quelque chose que j'aimerais bien écouter personnellement sans que mes yeux ne soient forcément sollicités. Voilà. Aujourd'hui donc, nous parlerons du dernier film en date de Joel et Ethan Coen, plus connu sous le nom des frères Coen, La Ballade de Buster Scruggs. Alors, ce film se présente sous la forme de 6 petites histoires. C'est un western à sketch. Il a été projeté à la Mostra de Venise, où il a remporté tout de même le prix du scénario. Il est essentiellement tourné au Nouveau-Mexique, région dans laquelle les frères avaient déjà posé leur caméra pour No Country for Old Men, qui est considéré par certains comme leur chef-d'œuvre. Enfin, la photographie est assurée par Bruno Delbonnel. Nous verrons que ça n'est pas tout à fait anodin. Alors, déjà ce que l'on peut noter dans ce film, c'est sa forme. La forme tout à fait originale pour laquelle ont opté les frères Coen. Ces 6 histoires, en effet, peuvent être vues sous la forme de 6 contes. D'ailleurs, l'imaginaire des contes pour enfants est convoqué dès le début avec ce livre que l'on va ouvrir et dans lequel on va se plonger avec un léger travelling avant. Et les frères Coen font des emprunts directs au visuel cartoon. On a 6 épisodes comme d'une série animée. De nombreuses références notamment à Tex Avery dans le tout premier épisode, La Ballade de Buster Scruggs, avec des adresses directes du personnage au spectateur, une fumée qui prend la forme du corps, des personnages qui se rendent compte qu'ils sont traversés par une balle avant de s'écrouler, et une attention particulière portée au processus physique, à ressort comique, ironique en général. Par exemple, dans le deuxième épisode, Algodon, un homme qui est pendu par son propre cheval. Et c'est-à-dire que plus le cheval avance pour brouter l'herbe, plus la corde se resserre autour du cou de l'homme. Donc cet aspect cartoonesque se retrouve surtout dans le premier épisode. On a ensuite des éléments fantastiques et absurdes. C'est cet indien puéril du deuxième épisode, ce comédien sans bras du troisième épisode et sans jambes. Et un travail sur la conception des personnages qui est particulièrement remarquable dans le dernier épisode, le 6e épisode, le trappeur mortel, avec une ambiance burtonienne, très inattendue chez les frères Coen. Et c'est pour ça que je parlais du directeur de la photographie tout à l'heure. Bruno Delbonnel, c'est un directeur de la photographie français, et qui a notamment fait la photographie des derniers films de Tim Burton. Donc c'est peut-être une volonté de la part des frères Coen de mimer cette esthétique burtonienne un peu macabre. Mais enfin, les emprunts au dessin animé pour enfants sont partout dans La Ballade de Buster Scruggs. Récurrence de passages chantés par des personnages qui rappellent les Disney. Le quatrième épisode, Gorge dorée, où les animaux semblent conscients et fuient à l'approche du souffle de l'homme, ce qui rappelle Bambi. Au final, le seul épisode qui n'est pas inspiré de l'esthétique dessin animé, c'est le 5e épisode, qui affiche au contraire un grand réalisme. C'est une approche un petit peu fordienne du western. Et c'est vrai que visuellement, ce 5e épisode fait un peu tâche au milieu de ces cartoons. Il n'empêche qu'il est cohérent et il est intéressant dans la continuité narrative, puisque un fil rouge lie chaque épisode. Alors, j'ai d'abord pensé que c'était la justice.
Hein, c'est ce que les 2 premiers épisodes laissent à penser. La balade de Buster Scruggs, le premier épisode, dans lequel le barman prend Scruggs pour un justicier, et où il affirme qu'il n'en est pas un. Puis quand il entre dans un autre bar, il va rappeler un homme à la justice, donc au règlement du bar. Et dans le 2e épisode, Algodon, d'abord l'homme est condamné pour un crime qu'il a effectivement commis, un braquage de banque, mais sa condamnation échoue. Puis il est condamné à nouveau alors qu'il est cette fois innocent, et il meurt pendu. Donc on voit l'ironie tragique de la situation, hein, d'une justice qui n'est pas vraiment juste au final. Et donc ces 2 épisodes sont construits avec des constructions de parallèles. Hein. Dans le premier épisode, on a une première situation dans laquelle le personnage entre dans un bar malfamé, et donc là il se range du côté des hors-la-loi. Et dans la deuxième situation, il entre dans un bar respectable. Et là, par contre, il va se ranger du côté du règlement, de la loi, donc de la justice. Dans le 2e épisode, pareil, dans un premier temps, on a un crime qui est réellement commis, le personnage ne meurt pas. Il conteste même sa condamnation en disant que le banquier ne se bat pas à la loyale. Et dans la deuxième situation, on a un personnage qui est innocent, mais qui meurt quand même. Et même ce qui est surprenant, c'est qu'il accepte pleinement, et il prend ça avec légèreté, presque avec joie. Donc voilà, mais la justice est un peu moins présente dans les autres épisodes. En réalité, il y a une seule constante dans la balade de Buster Scruggs, c'est la mort. Et ces 6 histoires sont 6 façons pour les Coen d'aborder la mort. Alors, on voit déjà qu'il y a une gradation. C'est-à-dire que dans le premier épisode, on a des personnages qui ont une attitude insouciante face à la mort. Et dans le dernier épisode, en revanche, on a une attitude, sinon pessimiste, du moins plus concernée face à la mort. Donc, le premier et le 2e épisode montrent une attitude insouciante, décontractée face à la mort. Le 3e épisode, lui, est plus déprimant. Il montre le sort d'un homme, un comédien, sacrifié au profit d'une poule qui rapporte plus d'argent que lui. Et d'ailleurs, le moment de la mort est pudiquement caché. C'est-à-dire qu'il est annoncé par la séquence qui précède et il est confirmé par le dernier plan de l'épisode, dans lequel on voit la place du comédien vide. Donc c'est une jolie façon de montrer la mort d'un personnage en creux, de la suggérer. Dans le 4e et le 5e épisode, là c'est un peu différent parce que la tristesse de la mort est soulignée par des rêves, par les rêves des personnages. Donc par exemple dans Gorge Dorée, le 4e épisode, on n'est pas sûr de la fin. On n'est pas sûr que la fin de l'épisode ne soit entièrement dans la tête du chercheur d'or. C'est-à-dire que le chercheur d'or se fait tuer alors qu'il a enfin trouvé le filon d'or qu'il cherche depuis le début du film. Et la fin du film le montre se relevant et tuant son tueur. Alors déjà, c'est hautement improbable vu la graveté de la blessure, mais aussi certains éléments laissent présager cette théorie du rêve. Déjà, le personnage creuse un trou de forme rectangulaire, hein, donc clairement il creuse sa tombe, et au moment où il va tuer son tueur, l'image est saturée de fumée, de poussière et de sang qui viennent brouiller un petit peu l'image comme ça, et donc qui viennent nous dire qu'on se situe dans un autre degré de réalité, donc le degré de réalité du rêve. Dans le 5e épisode, c'est la même chose, c'est-à-dire que donc la fille qui fut sonnée, Monsieur Arthur et Mademoiselle Longamo se font attaquer par des Indiens. Alors, ils sont dans une grande plaine et les Indiens viennent de derrière une colline. Monsieur Arthur dit à Mademoiselle Longamo de se cacher et de se tirer une balle si elle voit que la situation est inespérée. Donc, à la fin, il ne reste qu'un Indien. Et Monsieur Arthur fait semblant d'être mort. L'Indien s'approche de lui pour le scalper. Monsieur Arthur le tue. Bon, la bataille est finie. Il se relève. Il va vers Mademoiselle Longamo. Et
constate qu'elle s'est tuée. Effectivement, elle a cru que Monsieur Arthur était mort et donc s'est tiré une balle dans la tête comme il le lui avait demandé. Donc, Arthur s'éloigne, travelling vertical. La caméra révèle que derrière la colline, il y avait le convoi. Donc, il est impossible que des Indiens soient venus de là. Donc, cette révélation finale nous amène à penser que ce scénario de la bataille des Indiens a été fantasmé par Monsieur Arthur pendant qu'il tuait Mademoiselle Longamont. En plus, si l'on regarde les arcs narratifs des personnages, c'est une théorie qui semble totalement plausible. Enfin, dans le 6e épisode, on a carrément des personnes mortes conduites dans un au-delà. Donc là, on a une vision très directe de la mort, hein, une confrontation à la mort qui est très, très brute. Dans cet épisode, on a donc 5 personnages qui sont enfermés dans une voiture. Et parmi ces 5 personnages, deux faucheurs d'âmes et 3 autres personnages qui sont 3 morts, qui sont donc conduits vers l'au-delà. Et alors ces 3 personnages vont, au cours de discussion, constater qu'ils ont 3 trajectoires de vie radicalement différentes, 3 philosophies de vie qui vont s'affronter. Donc l'intérêt principal de cet épisode, c'est quand même les dialogues. Donc on a un épisode qui est très théâtral avec une unité de lieu, une unité de temps et des dialogues qui sont prééminents. Petit à petit, chaque personnage va affirmer ses choix de vie et va remettre en cause les choix de vie des autres personnages. Par exemple, le joueur de poker remet en cause la vie de la femme qui est attachée à des valeurs religieuses qu'on dirait aujourd'hui conservatrices, hein, voilà. Et la perspective d'une remise en cause de sa vie tout entière provoque une sorte de crise cardiaque chez cette femme, qui refuse l'idée que sa vie puisse être gâchée. Donc, c'est finalement là tout le propos, il me semble, de la balade de Buster Scruggs. C'est-à-dire que à chaque fois, la mort des personnages vient remettre en perspective leur conduite et leur choix de vie. Et ça, dans les 6 épisodes. Hein. Alors, c'est un film qui est très inégal. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé la balade de Buster Scruggs, donc le premier épisode, pour ses gags visuels, pour son esthétique du cartoon. C'est un épisode très, très fun. Et j'ai beaucoup aimé Gorge Dorée, pour l'interprétation géniale de Tom Waits, et parce qu'il y a une mise en scène assez intéressante d'un homme qui est tantôt perdu dans l'immensité de plans paysages, tantôt agrandi par des contre-plongées. Donc un épisode qui montre le rapport de l'homme contre la nature, et aussi le fait que cet épisode montre un personnage qui est complètement seul, donne une sensation de film muet qui est très, très intéressante. Par contre, pour les autres personnages, je les trouve très oubliables. Pour les autres épisodes, pardon, je les trouve très oubliables. Ce qui donne donc un film, oui, inégal. Intéressant, mais inégal. J'avais déjà moyennement aimé le précédent film des frères Coen avec César, qui était pareil, intéressant, qui avait quelques prises de risques techniques et visuelles intéressantes, mais qui souffrait clairement de gros défauts. Et c'est encore le cas dans ce film. Donc, c'est un avis en demi-teinte que je vous donne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour la balade de Buster Scruggs de Joel et Ethan Coen. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à une prochaine fois.